Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Vico, philosophe italien des Lumières auquel j'ai déjà consacré un enregistrement bien massif il y a quelque temps déjà. C'était un enregistrement de qualité comme toujours qui m'avait demandé beaucoup de temps mais qui avait selon moi un petit défaut avec le recul. Il était très dense et très synthétique, par conséquent il fallait un peu s'accrocher pour tout suivre jusqu'au bout, et j'ai parfois un peu survolé certains points intéressants de sa pensée. J'y avais développé notamment son épistémologie, sa métaphysique et sa théorie de l'histoire. Aussi, je me suis dit que ça serait une bonne idée de revenir un peu sur ce génie, souvent oublié de l'histoire de la philosophie, et de le remettre en valeur concernant la notion de violence que celui-ci a tenté de théoriser selon diverses formes d'expression à travers l'histoire. Autrement dit, si vous avez déjà écouté cet enregistrement, dont je reste fier et content tout de même, vous apprendrez quelques éléments en plus que je n'ai pas pris le temps de développer dans l'ancienne vidéo, mais vous en apprendrez moins que si vous connaissez déjà un peu Vico, forcément. Pour situer un peu Vico dans l'histoire de la pensée humaine, il s'agit du précurseur de ce que l'on nommera plus tard les sciences humaines. Son ouvrage La science nouvelle, sur lequel je vais me pencher de nouveau ici, est un livre qui se propose d'établir une nouvelle science, une science qui ne portera plus sur la nature ou sur les différentes lois qui régissent celle-ci, mais sur l'humanité elle-même. Pourquoi Vico développe ce projet ? Je ne vais pas le détailler ici puisque je l'ai déjà fait ailleurs, mais je le redis ici quand même rapidement, parce que selon Vico, l'homme ne connaît rien d'autre que des faits, et ces faits sont toujours des productions qui existent à partir d'une volonté particulière. De la même façon que personne ne connaîtra aussi bien la nature que Dieu, puisqu'elle est sa création, de la même façon, l'homme a la possibilité de connaître plus parfaitement que cette nature qu'il n'a pas créée, sa propre civilisation et ses différentes règles immuables. En effet, il y a ce que l'on nomme dans la théorie vichienne un verum factum, une vérité du fait qui repose sur le point de vue privilégié qu'un concepteur entretient avec sa création. On ne connaît jamais aussi bien et aussi parfaitement que ce que l'on a soi-même créé. Or, l'homme crée lui-même ce qui constitue son humanité. Il est un créateur de faits culturels et sociaux qui prennent la forme de civilisation, de lois, de langues diverses et variées à travers son histoire. L'homme est donc à la fois acteur et créateur de sa propre histoire, et la tâche du philosophe de l'histoire qu'est Vico est d'en faire ressortir les traits récurrents afin d'en déduire des lois universelles. Telle est l'originalité bien singulière de Vico, à la fois un pied dans la modernité, car il recentre la réflexion philosophique autour de l'homme et en fait un objet d'étude privilégié à partir de sa réalité sociale historique, mais à la fois toujours en intégrant les vues d'un Dieu qui régit le cours de l'histoire par sa providence. En effet, contrairement à Marx, qui saluera l'emprise de Vico lorsqu'il en prendra connaissance un peu plus d'un siècle plus tard, Vico est un penseur croyant qui fait de Dieu et de sa providence la condition d'un même cours éternel et immuable dans le développement de l'histoire humaine. Marx se contentera d'apprécier la dimension humaniste de la pensée de Vico, et cette idée selon laquelle les hommes sont les acteurs de leur propre histoire et des faiseurs de société. Ce qu'il ne faut pas oublier, malgré l'aspect très moderne et audacieux de la pensée de Vico, comme semblait l'avoir fait Marx, c'est que Dieu n'est jamais très loin et qu'il est la condition du bon déroulement de l'histoire selon des régularités observables. C'est la providence divine, autrement dit la volonté bonne et profitable de Dieu, qui intervient sur le cours de l'histoire afin que celle-ci profite à l'humanité. Par exemple, l'avarice est un trait récurrent de l'homme qui aurait pu dégénérer en violence destructrice, et pourtant c'est celle-ci qui l'amènera à former le commerce et l'économie comme autant de moyens de permettre à l'humanité de se développer de manière organisée autour de leur communauté d'intérêts.
Cette tendance au combat que l'homme possède en lui permettra aussi le développement des arts de combat et la formation d'armées qui permettront aux hommes de se défendre de toute violence, mais aussi, du même coup, de prévenir cette dernière. On retrouve ici cette idée intéressante chez Vico qui anticipe déjà Kant ou Hegel par exemple, selon laquelle le cours destructeur des passions humaines, la violence qui l'habite, sont convertis par la providence divine en une source d'artifice utile à la vie en société. La violence qui pourrait être un obstacle au développement de l'humanité, qui pourrait engendrer sa perte, finit paradoxalement, grâce à l'intervention de Dieu dans le cours de l'histoire humaine, on vient à profiter à l'homme, voyez. Donc il semble exclu a priori que les hommes parviennent à dompter leur violence par la seule raison ou leur seul moyen. Sur ce point, Vico développe sa fameuse théorie des trois âges à travers l'histoire. On la retrouve particulièrement développée au livre 4 du présent ouvrage, se nommant De la marche des nations. C'est là-dessus que je vais m'attarder pendant toute la deuxième grosse moitié de la vidéo, mais on retrouve déjà les bases de cette théorie au livre 2, intitulé De la métaphysique poétique. C'est par un extrait se situant au début du livre 2 que j'ai voulu commencer notre analyse, car on y retrouve un lien intéressant entre la violence dont l'homme est capable et la façon dont ses facultés sont plus ou moins développées, notamment l'intelligence et l'imagination. Je vous lis l'extrait. « Le monde des nations, ayant été, ainsi que nous l'avons dit plus haut, fait par des hommes, c'est dans l'esprit de ces mêmes hommes qu'il faut en chercher les principes. Mais la nature humaine, sur plusieurs points semblables à celle des animaux, ne peut connaître les choses que par la perception des sens. Et c'est pour cela que la sagesse poétique, la première sagesse des gentils, devait se manifester d'abord par une métaphysique non pas raisonnée et abstraite, comme celle des docteurs d'aujourd'hui, mais toute de sentiments tels que ces premiers hommes, incapables de raisonnement et entièrement dominés par des sens vigoureux, pouvaient la concevoir. Voilà comment la première poésie a été une faculté naturelle de ces anciens hommes qui étaient portés par les sens, par l'imagination et par l'ignorance des causes de tout ce qu'ils voyaient, à admirer vivement les choses qu'ils ne pouvaient comprendre. Nous voyons encore de nos jours que les Américains donnent le nom de Dieu à tout ce qui dépasse leur faible intelligence. » Fin de citation. On retrouve donc dès le début de ce texte l'idée que j'ai rappelée précédemment, à savoir que les hommes sont les faiseurs de leur propre monde, les nations, y compris celles dans lesquelles nous vivons actuellement, sont liées à l'activité humaine créatrice. Toutefois, l'homme, au même titre que sa propre civilisation, a évolué. Il n'est pas resté le même qu'aussi loin que puisse remonter l'archéologie actuelle, et donc son intelligence qui le fait se démarquer des autres animaux, elle aussi, est soumise à une évolution. L'homme n'a pas eu accès aux idées par son intellect de manière innée. Il n'est pas arrivé sur Terre en se demandant s'il ne faudrait pas prendre soin de critiquer sa raison, dans sa pureté aveuglante par exemple. Au commencement, les hommes n'étaient pas des kantiens, l'homme n'avait accès qu'à une connaissance dite empirique, basée sur l'essence et l'observation. Il formait à partir de cette connaissance des images et, par le langage, développait une première forme de langage imagé, autrement dit poétique, fondée sur ces images. Or, c'est l'admiration face au caractère inexplicable de ce qui entourait l'homme qui stimulait son imagination de façon naturelle et lui faisait convoquer des fausses représentations de divinité pour tenter de comprendre ce qui se présentait à lui dans la nature. Évidemment, lorsque Vico parle des gentils, il ne veut pas parler des gens sympas, mais des non-juifs, désignant dans le cadre de la pensée chrétienne les païens. Les Premières Nations étaient composées d'hommes superstitieux et païens, convoquant les représentations de leur imagination pour expliquer ce que leurs sentiments d'admiration, de crainte faisaient naître en eux, façonnant ainsi leur première forme de langage poétique. Ce qu'il faut retenir, et que confirme la suite du texte que j'ai choisi de vous présenter ici,
c'est qu'il y a un lien entre l'ignorance première de l'homme, son recours à l'imagination, et comme on le verra, son recours à la violence brute. Je cite Vico, Tacite nous raconte que les anciens Germains, qui habitaient près de la mer glaciale, croyaient entendre pendant la nuit le soleil traverser la mer d'Occident en Orient et qu'ils affirmaient voir quelquefois leur Dieu. Les nations simples et grossières nous démontrent bien mieux que ne peuvent le faire les auteurs des gentils dont nous avons parlé, comment la poésie de ces premiers peuples a été d'abord divine. Car non seulement ils imaginaient que les causes de toutes les choses qu'ils sentaient admirer étaient des dieux, mais ils personnifiaient encore leurs propres idées dans les choses qu'ils admiraient. Nous avons observé que la nature des enfants participe de celle des premiers peuples, et que lorsqu'ils tiennent entre les mains des objets inanimés, ils jouent et parlent avec ces objets, comme ils pourraient le faire avec des êtres vivants. De même, les premiers hommes des nations des gentils, semblables aux enfants du genre humain, donnaient la vie aux choses par leurs propres idées. Fin de citation. Vico rapproche ainsi la nature humaine de celle des animaux à partir du fait que la connaissance ait initialement lieu à partir des sens permettant la perception, donnant accès à des représentations imagées des choses et donnant lieu à des combinaisons trompeuses mais nécessaires dans un but explicatif. Selon Vico, les premiers hommes des nations païennes avaient recours à leur imagination pour expliquer la cause de divers phénomènes et projeter des entités divines personnifiées derrière ceux-ci. Il y a de l'orage, on peut supposer que le dieu foudre est mécontent, il pleut beaucoup, on peut supposer que le dieu ciel a du chagrin, par exemple. En ce sens, Vico assimile l'imagination des premiers hommes à une explication poétique du monde rendue nécessaire par la faiblesse de raisonnement de ceux-ci. L'imagination est d'autant plus robuste que le raisonnement est plus faible, nous dit-il. Là où ça devient particulièrement intéressant, c'est le parallèle que fait Vico avec l'enfance de l'humanité et l'enfance de l'homme de manière générale. Les enfants habitent l'espace, ils se l'approprient en manipulant des objets. Normalement, si vous avez déjà vu un enfant jouer ou si vous avez une bonne mémoire, vous devez bien voir à quoi Vico fait référence. Les enfants vont manipuler ce qui les entoure et c'est un objet de curiosité pour eux, leur environnement. On est de toute façon très curieux quand on est enfant, on a beaucoup d'imagination par ailleurs. Quand on est petit, on donne des noms aux objets qui nous entourent, on en fait des personnages même, avant que les smartphones et tablettes donnés aux enfants ne les empêchent de développer leur imagination. C'est ainsi que les enfants développaient leur propre intelligence, voyez. D'abord les images, qui sont issues de l'imagination, et les idées abstraites et complexes viendront dans un second temps. On comprend donc bien que l'imagination est une étape nécessaire pour ensuite s'élever aux idées abstraites. Nous pensons d'abord et avant tout par image, et nous avons une tendance d'autant plus forte à la superstition quand nous formons des causes inadéquates à ce qui nous entoure, à partir de personnification et de fiction. Quand on va donner donc des propriétés humaines tirées de notre expérience à des supposées causes que l'on ne connaît pas. Donc on a une imagination qui est vive, et on a peu de moyens intellectuels. Vous voyez, la vivacité de l'imagination va compenser la faiblesse de l'intellect. On va avoir d'autant plus recours aux images et à des inventions, à des personnifications, pour comprendre ce qu'on ne peut pas expliquer de manière scientifique. Autre point intéressant, Vico fera également le parallèle entre cette faiblesse de l'enfance de l'humanité, qui par bien des aspects évoque déjà le stade religieux dans la pensée d'Auguste Comte, et sa propension à recourir à la violence. Les premiers hommes superstitieux sont habités par une violence d'autant plus élevée et potentiellement meurtrière qu'ils sont ignorants, car leur langage encore primitif, parfois constitué de simples onomatopées, moi, wesh, ne leur permet pas l'accès à des idées abstraites. Ils pensent encore par représentation et sont donc encore proches des animaux, bien qu'ils aient en puissance la capacité d'évoluer en tant qu'hommes savants capables d'idées
abstraite. Ce que l'on peut déjà constater, c'est que la violence est un moyen d'expression pour le débile, pris au sens de la faiblesse d'esprit. Au moins un individu peut formaliser ce qu'il pense ou ressent avec des mots, au plus il se montrera violent et exprimera la force des passions qui l'animent par une agressivité destructrice. Évidemment, la réflexion de Vico est ici anthropologique, mais on peut facilement l'étendre à des observations empiriques de la vie de tous les jours, puisque bien souvent, les personnes qui se comportent avec beaucoup de brutalité n'ont pas un vocabulaire et un intellect très développé. Il en va de même pour l'enfant agité et qui souffrirait d'un certain handicap l'empêchant de développer une réflexion abstraite très étendue. On mesure donc bien toute la profondeur et l'intérêt de la pensée vichyenne, et on peut aussitôt se demander comment dompter cette violence. Est-ce qu'il suffit de maîtriser plus de mots, ou simplement d'être capable de former des idées correspondant à notre vécu, ou à notre expérience pour diminuer la propension à la violence qui nous caractérise? Et surtout, est-ce que l'on peut considérer le recul de la violence à travers l'histoire comme une forme de progrès à supposer que celle-ci diminue? Tout d'abord, Vico développe une idée très intéressante, digne d'un Montaigne ou plus tard d'un Lévi-Strauss, au sujet du jugement que nous portons sur la civilisation des autres peuples. De la même façon que l'homme a une tendance à l'ethnocentrisme et juge des cultures étrangères à la sienne à partir de ses propres repères culturels, en considérant que la civilisation commence avec sa propre culture, Vico constate de façon complémentaire à cette théorie que je viens de rappeler que les civilisations avancées ont cette même tendance, mais concernant le temps ou l'époque, pas simplement l'espace. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Vico applique un peu le même raisonnement, mais pas par rapport à l'espace, mais au temps, c'est-à-dire le regard condescendant qu'on peut avoir par rapport au peuple ancien. Cette tendance, Vico la nomme vanité ou orgueil des nations. Je cite: « Nous avons entendu Diodore de Sicile déclarer au sujet de l'orgueil des nations que celles-ci, soit qu'elles étaient grecques ou barbares, ont prétendu chacune avoir trouvé la première toutes les commodités de la vie et avoir conservé son histoire depuis le commencement du monde. Cet axiome fait disparaître en un seul instant la vaine prétention des Chaldéens, des Scythes, des Égyptiens et des Chinois, qui tous se sont vantés d'avoir fondé la civilisation du monde ancien. » Fin de citation. Donc il y a cette idée que les civilisations, sous prétexte qu'elles sont assez perfectionnées au niveau culturel et scientifique, ont tendance à considérer que c'est avec eux que commence la civilisation et que leur culture est comme une essence figée, éternelle. Vous voyez, c'est comme si elles avaient toujours existé et comme si toute civilisation commençait avec elles. Donc l'imagination des premiers hommes barbares et superstitieux était vectrice d'erreurs, mais selon Vico, elle ne concerne pas seulement cette enfance de l'humanité, mais également celle des nations érudites. En effet, l'imagination permet la connaissance factice de l'inconnu à partir du connu, de la même façon que le croyant projette de manière anthropomorphique l'idée d'une entité divine comparable à un être humain, un être qui serait surhumain, qui posséderait tout de même des propriétés humaines. Les érudits des nations dites civilisées, proches de la nôtre dans le temps, font preuve d'une même ignorance en imaginant l'état d'ignorance ou de savoir des anciennes nations à partir de leurs propres connaissances scientifiques de leur temps. La vanité consiste donc ici à s'estimer être le berceau de toute civilisation et à juger des autres cultures éloignées dans le temps comme des non-cultures ou des cultures inférieures, alors que celles-ci participent d'un progrès ou même les mœurs les plus atroces moralement, les sacrifices humains des civilisations païennes, par exemple, peuvent être considérés comme un mal nécessaire pour domestiquer les hommes de cette période. Il apparaît donc que le moyen de dompter la violence dépend de la période historique dans laquelle on se situe. Au plus l'homme est barbare et ignorant, au plus il sera nécessaire de lui opposer une source de crainte qui soit grande et proportionnelle à la violence qui l'anime. La crainte d'un châtiment divin
étant dans ce cas parfaitement approprié. C'est pour cela que les premiers peuples de cette enfance de l'humanité étaient, selon Vico, des peuples que l'on pourrait considérer comme théocratiques, les premiers chefs de communauté prétendant détenir un pouvoir des divinités païennes. L'homme brutal et violent, qui n'a pas encore développé sa raison, ne craindra pas un simple homme, mais il craindra un dieu. La religion est donc perçue comme le seul moyen adéquat de dompter la violence des premiers hommes durant l'enfance de l'humanité, appartenant à ce que Vico considère comme étant la première période de l'histoire éternelle et idéale de l'humanité, à savoir l'âge des dieux, puisque ce sont les divinités qui prescrivent le juste et les premières lois. C'est pour cela que Vico dit, je cite, « Lorsque la guerre a tellement plongé les peuples dans la barbarie et la férocité que les lois humaines ne peuvent plus être respectées par eux, la religion seule est alors capable de les réduire et de les dompter. » Cet axiome nous montre comment, dans l'état de barbarie, la divine providence se servit de moyens violents et terribles pour fonder la civilisation et pour ordonner les nations d'après elle, réveillant ainsi chez les peuples une idée confuse de la divinité qu'ils appliquèrent faussement, mais qui, par l'effroi dont elle les frappa, servit pourtant à les ramener à l'ordre. Fin de citation. Il est donc possible de considérer la crainte d'une violence dépassant toute mesure humaine comme le seul moyen de dompter la violence d'hommes barbares, endurcis par la guerre ou conditionnés par leur ignorance. Ici, ce que Vico nous dit, c'est que Dieu va inspirer la crainte, ça va être le divin qui va servir de norme pour réguler les actions des hommes barbares, mais puisqu'ils ont des moyens intellectuels pas très développés, ils vont avoir une idée encore confuse de la divinité. Évidemment, Vico n'est pas un relativiste, il considère pas que ce qu'il appelle les religions païennes ont autant de valeur que le catholicisme. Donc toutefois, à mesure que l'âge des dieux laisse la place à l'âge des héros, puis à l'âge des hommes, qui sont les trois formes de grandes périodes historiques que Vico identifie, la nécessité de recourir à la religion pour fonder le pouvoir disparaît petit à petit, et l'homme apprend de lui-même à contrôler sa propre violence à mesure que son intelligence grandit. Son contrôle de ses propres passions destructrices tend à devenir plus autonome. Toutefois, l'âge des héros reste un intermédiaire puisque dans cet âge, l'homme a encore besoin de craindre des hommes faisant figure de héros parmi les hommes. Ce ne sont plus des dieux, mais ces héros peuvent s'apparenter à ce qu'il y a de plus proche des dieux parmi les hommes. Donc là, les hommes craignent encore quelque chose au-dessus d'eux, mais cette chose-là, ça reste des êtres humains. Ils apparaissent comme des surhumains, mais bon, déjà, il y a moins besoin de craindre quelque chose de surnaturel pour canaliser la violence, puisque la proportion de la violence est déjà un peu plus réduite. Je cite Vico, qui ici s'inspire d'une idée très ancienne que l'on trouvait déjà en Égypte antique, donc bien avant le développement de la philosophie grecque. Nous avons conservé deux grands débris de l'Antiquité égyptienne, ainsi que nous l'avons déjà vu, car nous savons que les Égyptiens réduisaient tout le temps qui s'était écoulé depuis le commencement du monde à trois âges, savoir l'âge des dieux, l'âge des héros et l'âge des hommes. Et nous savons aussi que pendant ces trois âges, les Égyptiens firent usage de trois langues qui y correspondaient, c'est-à-dire de la langue hiéroglyphique ou sacrée, de la langue symbolique ou de celle des héros, et de l'épistolaire ou vulgaire au moyen de signes convenus pour expliquer les besoins ordinaires de la vie. Fin de citation. Une fois que la poésie s'élabore par le pouvoir de l'imagination, le langage devient alors symbolique, les images sont alors de plus en plus présentes et l'écriture est moins cryptique. Viendra alors ensuite, dans l'âge des hommes, le langage vulgaire et abstrait, que l'on utilise communément avec un alphabet élaboré et des règles de grammaire, permettant l'expression d'idées abstraites issues de la raison humaine. Dans l'âge des héros, c'est le respect aristocratique d'hommes considérés comme des hommes supérieurs qui permet de réguler la violence humaine,
tandis qu'une fois la forme républicaine établie dans l'âge des hommes, où les hommes accèdent à une certaine égalité juridique, en dehors de la caste dirigeante, le respect de lois humaines semble suffire, mais pas indéfiniment. En effet, chaque civilisation à travers l'histoire passe par une ascension, une décadence puis une chute inexorable. Vico considère qu'une fois les républiques établies, grâce à des dirigeants comme Alexandre ou César, des dirigeants tyranniques et sanguinaires tels que Néron les referont basculer dans l'obscurité et le chaos. Un État aussi égalitaire et juste que possible, même démocratique, n'est pas fait pour durer, et le retour à la superstition, à la barbarie et à l'obscurantisme qui caractérisaient les premiers hommes peut à tout moment revenir. La providence divine agit sur le cours de l'histoire, mais on ignore pourquoi celle-ci ne permet pas à l'homme de connaître la paix de manière durable, ni pourquoi la violence humaine se trouve régulée de manière différente selon l'époque, jusqu'à se manifester de nouveau sous sa forme la plus brute et destructrice. Vico nous encourage donc à l'humilité face au jugement que nous pourrions porter sur des époques antérieures, où la violence et l'immoralité nous apparaissent comme inacceptables, puisqu'il s'agit en réalité d'une marche invariable des nations, et il nous encourage à ne pas considérer la paix apparente et la régulation de la violence par de simples constitutions républicaines ou démocratiques comme un bien éternellement acquis. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous aura été utile ou que ça vous aura intéressé. Je vous dis à dans pas trop longtemps j'espère, et je vous souhaite une bonne journée ou soirée.